Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de Donald Trump. Alors, à travers ces 3 premières semaines d'exercice du pouvoir, mais également avec le jeu de la comparaison et des 7 différences, je ne sais pas s'il y en a 7, entre Trump version 1 et notamment la première guerre commerciale menée en 2018-2019 et Trump version 2 qui est en train de prendre ses fonctions. Il les a déjà bien prises depuis 2 semaines et demie. Nous en parlons avec John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabeau. Bonsoir et bienvenue John. Merci beaucoup d'être avec nous. Oui, moins de 3 semaines après son installation à la Maison-Blanche, Donald Trump a été évidemment sur tous les fronts, avec alors beaucoup de publicité bruyante, vocale d'un côté, mais aussi des décisions ou des annonces de futures décisions. Est-ce qu'il y a déjà des effets Trump économiques qu'on peut suggérer ou imaginer à travers ces 2 premières semaines ou 3 premières semaines d'exercice du pouvoir? Oui, bonsoir Grégoire. Oui, bien évidemment. On peut dire déjà une chose, c'est que les choses vont beaucoup plus vite que pendant le premier mandat. Vous me direz, Donald Trump a de l'expérience, mais on peut aussi dire que ce qui est en train d'arriver, notamment sur les tarifs, il y a plein d'autres choses, mais sur les tarifs, c'est une extension de ce qu'on a eu en 2018 avec une dimension un peu plus stratégique, alors avec la stratégie de Trump, voire un peu chirurgicale. Parce qu'on a vu que immédiatement, lorsqu'il est arrivé à la Maison-Blanche, on a l'impression d'ailleurs qu'il est à la Maison-Blanche depuis plus d'une année, mais il est arrivé il y a même pas un mois, eh bien, on est dans une situation où il a mis la pression et immédiatement, il a menacé de mettre des taxes douanières, voire de rattacher, alors ça c'était un peu dans le délire du président, mais de rattacher le Panama aux États-Unis. Et on a vu que d'une certaine manière, il y a des fruits qui sont tombés. Il faut quand même rappeler une chose, c'est que le Panama, très rapidement, qui avait dit immédiatement qu'il ne négocierait pas avec le président américain, là, vous savez qu'il a accordé le libre passage aux navires de la marine américaine qui passent au travers du canal du Panama. Vous savez qu'il y a énormément de navires de guerre qui passent tous les jours. Ça coûte une véritable fortune à l'armée américaine. Donc ça, c'est la première des choses. L'autre chose, je ne vais pas la commenter parce que tout le monde le sait, mais il y a eu ces menaces d'accords douaniers, de tarifs douaniers avec le Mexique et le Canada qui ont été momentanément suspendus parce que, il y a eu des accords sur notamment la mise en place de dizaines de milliers de soldats aux frontières, aux 2 frontières, pour empêcher l'immigration illégale et puis le trafic d'armes et de fentanyl notamment. Donc on est dans une situation où les choses vont plus vite. Maintenant, au niveau économique, la grosse problématique, je dirais, c'est pas véritablement, quoi qu'on en pense, le Canada et le Mexique, mais c'est bien évidemment la Chine. Parce qu'avec la Chine, il n'y a toujours pas d'accord. Il y a une mise en place de taxes douanières. La réplique a été très très faible des Chinois, mais on est dans une situation où on sait qu'on a énormément de biens, notamment électroniques, chinois, qui arrivent tous les jours sur le sol américain et que ça va coûter plus cher aux consommateurs américains, bien évidemment. Donc, il ne faut pas, même si effectivement Mexique, Canada repousse pour l'instant la menace tarifaire de Donald Trump, il ne faut pas se bercer d'illusions, vous dites, John. Ne serait-ce que parce que la Chine est un ennemi historique et consensuel du point de vue américain, il y aura des tarifs et il y aura une augmentation de la barrière tarifaire pour accéder au marché du consommateur américain. Oui, tout à fait. Et surtout, vous savez, c'était le calcul qui avait été fait durant le premier mandat de Trump et qui est refait maintenant, un calcul très simple, voire simpliste, c'est en disant, écoutez, nous, on vous achète plus de produits que vous nous achetez. Il dit ça avec les Européens, les Canadiens et évidemment les Chinois. Et évidemment, ce calcul est beaucoup trop simpliste pour la simple et bonne raison que vous avez énormément d'entreprises, notamment européennes, si on parle de l'Europe, qui sont déjà implantés aux États-Unis, qui emploient des Américains, qui consomment aux États-Unis, qui payent des impôts aux États-Unis. Et donc, le rapport n'est pas de 1 pour 1.
On peut prendre l'exemple des voitures. Vous savez que pour importer une voiture américaine en Europe, c'est environ 20% plus la TVA, tandis que pour l'importer aux États-Unis, c'est moins de 5%. Et donc, Donald Trump voit ici quelque chose qui n'est pas juste. Mais effectivement, le calcul est complètement différent parce qu'il faut voir quel est le rapport de force des personnes qui travaillent dans les pays. Donc ici, avec la Chine, c'est un peu différent. Parce que la Chine a toujours été un ennemi pour les Américains, globalement. Vous savez que si vous posez la question aux Américains, et pas simplement aux républicains, mais aux Américains, quel est l'ennemi des États-Unis? La première réponse, c'est la Chine. La deuxième, c'est la Russie. Mais la première, c'est la Chine, parce qu'ils sont accusés de voler notamment la propriété intellectuelle, de copier tout ce qui est fait aux États-Unis, etc., etc., les vieilles rengaines. Maintenant, ce que je dirais, c'est que contrairement à ce qui s'était passé en 2017 ou 2018 lors de la première salve de tarifs, où c'était vraiment le Make America Great Again, c'était la focalisation, eh bien je dirais qu'ici c'est un peu différent parce qu'on a vraiment, et on le comprend avec les deux pauses qui ont été faites avec le Mexique et le Canada, on a vraiment une situation que je dirais de duopole. C'est-à-dire qu'on voit vraiment, et je me répète, mais on voit vraiment que l'ennemi aujourd'hui, c'est la Chine. Ouais. Et avec la Chine, il faut absolument ou trouver un accord ou les faire plier. C'est vraiment ça la vision du président américain. Et évidemment, c'est un peu plus compliqué qu'il n'y paraît sur le papier. Ouais. Bon. L'Europe, au milieu de tout ça, toujours avec l'idée des leçons, des enseignements de la première guerre commerciale, ce qui pourrait d'ailleurs se répéter ou ce qui pourrait ne pas se répéter par rapport au schéma de Trump 1.0, John. L'Europe dans tout ça, on voit quand même que la tech et la réglementation européenne qui encadre la tech, et on est gros consommateur de services technologiques américains, bien sûr, ça peut vite devenir un point très gênant pour Trump, d'autant plus qu'il est soutenu désormais par la grande tech américaine. Tous sont venus alors le rallier plus ou moins tôt, j'allais dire, ou dans sa campagne, ou une fois élu, mais tous les grands noms de la tech sont aujourd'hui autour de Trump, ou en tout cas en mode coopératif avec Trump. Oui, alors je dirais une première chose, c'est qu'évidemment on n'est pas dans un rapport de force 1 pour 1, puisque les États-Unis, qu'on le veuille ou non, c'est la première économie mondiale, on a besoin des Américains, comme vous le disiez juste avant. La deuxième chose, ce qui me paraît un tout petit peu plus important pour la croissance européenne, c'est le fait qu'on a l'impression de plus en plus, qu'on regarde ce qui se passe, le cri du cœur, si je peux me permettre, de Mario Draghi, il faut dépenser 800 milliards de plus par année, du gouvernement allemand avec le frein à l'endettement, il faudrait le lâcher un petit peu, même s'il est inscrit dans la Constitution. L'Italie, même la France, qui demande des allègements sur l'administration de tout ce qui a un rapport avec l'ESG. On a l'impression que c'est un espèce de wake-up call, c'est-à-dire on se réveille d'une léthargie qui a débuté quasiment en 2008, voire en 2012 avec la crise européenne, et il faut qu'on sorte de cette léthargie. Donc moi, ce qui me plaît, entre guillemets, dans ces menaces potentielles, ces doutes concernant les menaces européennes de M. Trump, c'est de dire qu'en fait, on se rend compte potentiellement, c'est de l'espoir, on se rend compte qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Et je répète, Donald Trump, et vous l'avez dit avant, Grégoire, Donald Trump est là depuis à peine 3 semaines, et on est en train de se dire, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut potentiellement qu'on débloque plus de crédit, il faut qu'on investisse dans la recherche et développement, il faut qu'on s'intéresse plus à garder nos entreprises technologiques en Europe, nos cerveaux en Europe, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui est en train d'essayer, j'ai l'impression que les lignes sont en train de bouger, et il a fallu l'arrivée d'un homme comme Donald Trump pour que ces lignes bougent, alors même qu'il n'a pas mis de tarifs douaniers sur l'Europe. Et c'est ça que je trouve très intéressant, parce qu'il fallait ce choc, entre guillemets, pour l'Europe, alors que c'était quand même un président américain, pour qu'on se dise, mince, là, maintenant, il faut qu'on bouge. Bon,
On va voir comment tout ça peut prendre forme, effectivement, parce que autant les rapports, la réflexion, effectivement, elle est là, elle est nourrie. Il y a quand même toujours l'idée qu'il faudra une impulsion politique peut-être un peu plus forte pour avancer et continuer d'avancer en Europe, notamment face à Trump. Merci beaucoup, John. John Plassard, qui était avec nous en visioconférence dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir, spécialiste en investissement chez Mirabeau.